ville industrielle, ville étudiante, cœur villageois historique. Je vous parle en direct de Sainte-Thérèse, dans les Basses-Laurentides. Saviez-vous que Sainte-Thérèse, c'est longtemps la capitale mondiale du piano? Entre 1889 et 1940, il existe 5 manufactures de piano sur le territoire de la ville. Mon nom est Philippe Aubry. Aujourd'hui, à l'Histoire d'un Nord, je vous présente une ville que j'affectionne beaucoup. J'aimerais vous montrer des secrets de son histoire. Je ne ferai pas ça tout seul, parce que j'ai avec moi Joël Beauchamp-Monfette, de Tous les chemins mènent à Montréal. Bonjour à toutes et à tous, ici Joël Beauchamp-Monfette de Tous les chemins mènent à Montréal. Je me joins ici à mon collègue et ami Philippe pour qu'on parle ensemble de Sainte-Thérèse de Blainville. Bien qu'un peu à la frange de Montréal, Sainte-Thérèse fait néanmoins partie de la plaine de Montréal et joue un rôle dans l'ensemble montréalais depuis toujours. Je te retourne le micro, Philippe. Merci Joël. Pour ceux qui en seraient à leur première écoute, tout d'abord, bienvenue parmi nous. Prenez le temps de regarder la série chronologique Histoire d'un Nord pour bien comprendre le contexte qui englobe le sujet du jour. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne YouTube et à partager avec tous vos amis, tant qu'à y être. Depuis probablement 6000 ans, des populations autochtones arpentent les Basses-Laurentides. Plusieurs centaines à quelques milliers de personnes passent l'été près des grands axes des rivières, comme la région d'Oka, de Sainte-Rose et de Terrebonne. À l'hiver, ils se séparent en clans familiaux et entrent dans les terres des Basses-Laurentides. Pour notre histoire d'aujourd'hui, l'établissement commence en Nouvelle-France. Les plus fidèles de la chaîne me diront encore la Nouvelle-France. Et oui, car nous sommes à l'origine dans la seigneurie des Mille-Îles, concédée en 1683 à Michel Duguay de Boisbriand, un illustre soldat du régiment Carignan-Salière. La seigneurie des Mille-Îles est scindée en deux en 1718 pour former les seigneuries respectives de Rivière-du-Chêne et de Blainville. La seconde est celle qui nous intéresse aujourd'hui et elle est dirigée par une seigneuresse. Oui, oui, une seigneuresse. Il s'agit de Marie-Thérèse Duguay de Boisbriand. Tout est dans tout, comme on dit. Les villes de Boisbriand et de Sainte-Thérèse sont de nos jours des voisines. Même dans un monde aussi patriarcal que celui de la Nouvelle-France, les femmes tiennent les affaires de leur mari et peuvent les représenter en cour, par exemple. Ceux-ci sont généralement au front, les guerres étant incessantes à cette époque. L'historiographie récente met en lumière de nombreuses femmes qui deviennent de prospères commerçantes. Pensons à Marianne Barbel, ou même seigneuresses. Ainsi, Madeleine de Verchères ou Marie-Catherine de Peuvray dirigent des seigneuries après le décès de leur mari. Marie-Thérèse de Blainville n'est pas une exception. Le quart des seigneuries de la Nouvelle-France serait dirigé par une femme, à un moment ou à un autre de leur histoire, selon l'historien Benoît Grenier. Les deux filles de Marie-Thérèse administrent chacune une moitié de la seigneurie de Blainville, bien que jamais officiellement séparées à nouveau. La seigneurie possède une ligne de démarcation entre les deux Blainville, qui deviendra la route 117. Cette ligne nord-sud est à l'origine de la route qui va vers les rangs à l'intérieur des terres seigneuriales. Ce sera à partir de 1805 la grande ligne dans les Basses-Laurentides. Si en Nouvelle-France, on colonisait le long des rivières coulant vers le fleuve Saint-Laurent, les Basses-Laurentides voient leurs premiers habitants vers les années 1740-1750. L'exception, c'est Terrebonne. Il faut savoir que c'est la plus ancienne seigneurie du secteur et elle connaît un important essor dans les années 1720. Marie-Thérèse Duguay de Boisbriand n'a que quelques censitaires sur son domaine seigneurial au moment de son décès en 1744. La conquête de 1760 et la proclamation royale de 1763 brassent les cartes. Bien que la France ne soit plus maître de la colonie, le régime seigneurial subsiste. On assiste au comblement des terres seigneuriales. Tous les lots disponibles dans les seigneuries existantes seront concédés entre 1780 et 1825. À cette date, Sainte-Thérèse compte 2500 habitants.
Sainte-Thérèse est située à mi-chemin entre les trois villages les plus développés de la région, Terrebonne, Saint-Eustache et Saint-Jérôme. Le petit village devient donc, dans la première moitié du 19e siècle, un lieu de passage des marchandises, des personnes, mais aussi des idées. Le village compte plusieurs patriotes bien en vue, comme Joseph-Benjamin Lachaine, et recevra d'ailleurs plusieurs patriotes en fuite après la défaite à Saint-Eustache. Le curé Charles-Joseph Ducharme se proclame quant à lui le défenseur des catholiques. Il améliore l'église du village et n'hésite pas à s'attirer les foudres de la communauté anglo-protestante naissante. Après une chicane durant 3 ans avec le seigneur Janvier d'Ontaille Lacroix, proche des protestants, il s'attire un procès médiatisé intenté par Thomas Porteous. Il faut dire que la famille Porteous, à cette époque, domine la vie économique de Sainte-Thérèse. James Porteous travaille dès 1828 à ériger un pont passant par-dessus la rivière des Mille-Îles et reliant l'île Jésus à la hauteur de la rue des Patriotes actuelle et du pont ferroviaire. Grâce au pont Porteous, une industrie manufacturière naissante commence à s'établir comprenant des distilleries, brasseries, forges, boucheries, boulangeries, tanneries, et ajoutons à cela quelques commerces de services comme des auberges, notaires et médecins. Le marché, situé près de l'actuel cimetière, permet aussi aux agriculteurs de la riche plaine environnante de vendre leurs produits qui seront acheminés vers Montréal. Les distilleries et brasseries possédées par Porteous profitent de l'énergie hydraulique de la rivière aux Chiens, qui, à cette époque, passait au cœur du village avant d'être recouverte au 20e siècle. Elle circulait derrière la rue de l'Église, sous la rue Blainville, et continuait à découvert dans ce qui est aujourd'hui un grand stationnement entouré de commerces. On pourrait donc dire que, sans le savoir, le Saint Graal reprend aujourd'hui une tradition vieille de presque 200 ans. Ce n'est pas le seul anglo-protestant à venir enrichir la vie thérésienne. Thomas Porteous fait construire un des plus beaux bâtiments de la ville, le Castle Morris, qui sera ensuite racheté par la famille seigneuriale du même nom. Ils font partie d'une vague d'immigration protestante dans le village qui s'installe le long de la rue Saint-Charles avec ses maisons en briques et son église qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Pour éduquer la communauté, une petite école protestante est fondée et en réponse, le curé du Charme fonde une école catholique pour les garçons, le Collège jaune, qui deviendra avec le temps une des marques les plus importantes sur la ville de Sainte-Thérèse, c'est-à-dire l'important Collège Lionel Groulx. Après plusieurs incendies et reconstructions, le bâtiment actuel date de 1883, avec son oratoire Saint-Joseph, une petite chapelle contenant les ossements du curé du Charme. Le curé du Charme est aussi l'instigateur de l'enseignement des filles à Sainte-Thérèse. Après une grande quantité de lettres du curé, les sœurs de la congrégation de Notre-Dame ouvrent une école pour filles en 1847 qui deviendra, après reconstruction, l'hôtel de ville actuel. On y dispense un enseignement laïque, surtout orienté vers l'école ménagère, longtemps la seule avenue disponible pour la femme. À cette époque, il est perçu que le rôle de la femme est de former le futur de la nation, comme dans la citation suivante. La jeune fille sera la gardienne du foyer de demain. Vers 1850, un vent de changement souffle sur la région. Le régime seigneurial est aboli au Bas-Canada et la famille Morris perd son titre. Le développement des cantons au nord, notamment Saint-Jérôme, réduit progressivement l'importance régionale de Sainte-Thérèse. Elle devient une municipalité de village, mais son territoire est amputé pour permettre de former d'autres villages au nord, comme Saint-Augustin, Saint-Janvier et Sainte-Monique. En même temps, le siège du conseil du comté de Terrebonne, auparavant à Sainte-Thérèse, est déplacé vers Saint-Jérôme, qui est la métropole laurentienne en devenir. Mais après le décès du curé du Charme, un autre curé viendra bouleverser l'économie de la région en y construisant une technologie nouvelle qui propulse Sainte-Thérèse dans le monde moderne. Pas d'industrialisation digne de ce nom sans train. Le curé Labelle le savait bien et il souhaitait des chemins de fer à la grandeur de son royaume des Laurentides. La voie ferrée Montréal-Saint-Jérôme est inaugurée à l'automne 1876. Le tracé passe par Sainte-Thérèse et l'impact sur l'économie est non négligeable. En plus, l'endroit est rapidement un carrefour ferroviaire avec des embranchements vers La Chute, Hall, Saint-Lin et Saint-Eustache dès les années 1880. Le village dynamique devient un véritable petit centre industriel. Une vingtaine de manufactures s'établissent près de la gare.
La fabrication de portes et de fenêtres ainsi que la transformation du bois sont les principales activités industrielles avec la fabrication de pianos. L'industriel Jean Roux, qui possède son moulin assis sur la rivière aux Chiens, en plein centre-ville, le convertit en petite centrale électrique dès 1888. Sainte-Thérèse peut se vanter d'être la deuxième ville après Montréal à connaître l'électricité au Québec. Le téléphone relie Sainte-Thérèse en 1886, encouragé par le développement du chemin de fer. C'est le deuxième ingrédient de la recette du succès industriel thérésien. Je vous amène sur la rue des Pianos, un nom qui semble tiré au hasard par des fonctionnaires qui voudraient être originaux dans l'aménagement urbain. Mais je vous arrête tout de suite. Derrière ce choix en apparence anodin se cache une belle histoire. Tout d'abord, remarquez la brique au sol. Je me trouve sur un piano de pavé uni. C'est un beau clin d'œil aux 5 manufactures qui existent jadis sur le territoire. De plus, Joseph Casavant fonde son entreprise d'orgue réputée à Sainte-Thérèse. On peut prétendre sans gêne que Sainte-Thérèse, c'est la capitale mondiale du piano. En 1889, ouvre la compagnie Foisy, exactement là où en 1891, la compagnie Lesage la remplace. Je me trouve d'ailleurs sur la rue Lesage. L'usine est derrière moi et elle a fermé ses portes en 1987. La façade a été intégrée depuis dans le complexe de résidence pour les gens du bel âge, le Sage au piano. Les pianos Kidoz étaient situés sur la rue Roux, près du Saint-Graal aujourd'hui. De la compagnie Willis, fondée en 1907, subsiste un témoin assez particulier. Voici la résidence des employés de l'usine. Je ne sais pas à quel point c'est avantageux de loger chez son employeur. La 5e manufacture de pianos de la ville connaît un destin plus tragique. La Colonial Piano brûle en 1926 après moins de 10 années d'existence. Elle ne sera pas reconstruite. Toujours dans le secteur industriel, il est difficile de ne pas mentionner la présence de la Dominion Furniture, tout juste à côté de la gare. L'imposante usine, ouverte en 1902, est l'un des plus grands employeurs de la région. Dans les années 1930, si ça va mal partout au Québec et dans le monde, à Sainte-Thérèse, on s'en tire plutôt bien. Plusieurs manufactures dans le domaine du textile ouvrent leurs portes. Située aujourd'hui dans la ville de Boisbriand, la fonderie d'équipements agricoles des Dions est à l'époque dans la paroisse de Sainte-Thérèse, donc hors des limites du village. La réputation de leur batteuse à grains est faite jusqu'aux États-Unis. Les Dions sont de cette lignée d'inventeurs québécois, puisqu'ils convertissent même une moissonneuse-batteuse en souffleuse à neige dans les années 1930. Arthur Sicard a de la compétition. Une marche autour de la gare de Sainte-Thérèse aujourd'hui vous permettra d'admirer l'édifice original de 1910. Vous remarquerez aussi que les manufactures ont cédé leur place à des condos. Le choc de la Deuxième Guerre mondiale initie à Sainte-Thérèse une transformation qui prendra lieu tout au cours de la seconde moitié du 20e siècle. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement fédéral transforme l'économie pour qu'elle réponde aux besoins de la guerre. Il faut établir des usines de munitions qui ne sont pas dans les grands centres urbains, mais qui y sont bien connectées. Sainte-Thérèse, avec sa proximité à Montréal et le chemin de fer qu'il traverse, est idéale. On construit dans les terres au nord une usine d'armement qui prend le nom de Télesphore Damien Bouchard, le ministre des Travaux publics. C'est la naissance du plan Bouchard, et ce sera aussi à l'origine de ce qui est aujourd'hui Blainville. C'est un employeur important dans la région pendant la guerre. On parle de 6 000 emplois à son apogée en 1942. Pour loger les employés, on crée de toutes pièces un nouveau quartier à Sainte-Thérèse, le quartier des 100 maisons. Vous savez, à Sainte-Thérèse, au bord de la 117, l'endroit où il y a encore aujourd'hui une filiale de la Légion canadienne? Eh bien, le quartier derrière est réquisitionné par la Wartime Housing Limited qui y fait installer 100 maisons unifamiliales préfabriquées en bois presque identiques. L'idée est de combler rapidement le manque de logements pour les ouvriers. Chaque matin, une navette vient chercher les travailleurs et travailleuses, parce que oui, à la guerre, beaucoup de femmes sont à l'usine à produire des munitions. Puis chaque soir, les personnes sont ramenées en navette.
Après la guerre, au lieu de démonter ses maisons, la Wartime Housing Limited cède le quartier à la ville de Sainte-Thérèse. On construit des fondations aux maisons et elles sont mises en vente en priorité aux résidents travailleurs et aux vétérans de la guerre. Le développement de l'automobile et du réseau routier, en particulier la 117 et la nouvelle autoroute 15, témoignent d'une région bien connectée dans les réseaux économiques. Parfois même un peu trop bien connectée dans les réseaux de transport naissants. En 1963, un avion de TransCanada Airlines s'écrase à Sainte-Thérèse après être décollé de l'aéroport de Montréal. L'écrasement se produit derrière le cimetière, tuant les 118 personnes à bord, brisant les fenêtres des maisons environnantes et créant un immense cratère de 45 mètres de long. L'après-guerre est un bon moment pour la ville de Sainte-Thérèse, par contre. L'afflux de travailleurs d'usines et de manufactures pendant la guerre favorise le développement de nouveaux quartiers industriels. Les aliments Coronation et l'usine Paccard, autrefois les ateliers Sicard, sont de gros joueurs encore visibles de l'autoroute de nos jours. Mais vous rappelez-vous aussi de l'usine General Motors à Beaubriand? Celle-ci était bien située au carrefour des voies ferrées de la 117 et de la toute nouvelle autoroute des Laurentides. Sa fermeture en 2002 et son remplacement par le centre commercial Le Faubourg Boisbriand témoignent du changement d'identité de la région à la fin du siècle, qui passe d'une ville industrielle à une ville de services. Dans les années 1960, ça va vite, trop vite peut-être. La réforme parent de 1964 nous amène un système d'éducation publique refondé de la maternelle au secondaire. On crée le réseau des cégeps à partir des collèges classiques et des séminaires. À l'automne 1967, 12 ouvrent leurs portes, dont le collège Lionel Groux. Mais après le cégep, on peut aussi aller à l'université par l'entremise de programmes préuniversitaires, non? Effectivement, le choix est offert aux étudiants. L'improvisation du gouvernement est palpable et on n'a tout simplement pas prévu assez de place à l'université pour les finissants des nouveaux cégeps. De nombreux journaux étudiants connaissent une période effervescente dans laquelle les jeunes s'intéressent à l'éducation supérieure. Au cégep Lionel Groux, il y a le Thérésien. Et saviez-vous que Louise Arel est la rédactrice en chef de 1966 à 1967? Le journal s'intéresse au contexte sociopolitique des Basses-Laurentides, comme les grèves ouvrières et le déclin industriel à Saint-Jérôme et à Sainte-Thérèse, mais aussi à l'international. Le mouvement étudiant de mai 1968 en France inspire les jeunes Québécois, mais aussi les Thérésiennes et les Thérésiens. L'été 1968 est le théâtre d'une grande concertation des associations étudiantes des différents collèges. Les étudiants québécois souhaitent réformer la société et en améliorer les structures scolaires. Dans le journal Le Thérésien, on retrouve des articles qui demandent carrément la gestion de l'institution par les élèves. Le 8 octobre 1968, les collégiennes et les collégiens occupent physiquement le cégep Lionel Groux. Combien d'entre vous êtes étudiants ou avez étudié là-bas? Imaginez les couloirs et les classes de votre cégep remplis de collégiennes et de collégiens qui habitent l'établissement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, après avoir sorti la direction. La bibliothèque si emblématique du collège sera même incendiée, ajoutant au spectaculaire. Né à Sainte-Thérèse, le mouvement s'étend bientôt à 15 autres cégeps, forçant le gouvernement unioniste de Jean-Jacques Bertrand à agir. Il crée le réseau des universités du Québec en décembre 1968 et s'inscrit donc dans la mouvance de la Révolution tranquille. De plus, plusieurs cégeps seront créés dans les années suivantes en vue d'élargir l'accès à l'éducation supérieure. Chapeau aux étudiants! Et d'ailleurs, je suis curieux, est-ce que parmi vous, chers auditeurs, des gens ont vécu ces événements? Ou vos proches peut-être? Laissez-moi savoir en commentaire si tel est le cas. Le développement de la banlieue dortoir de l'après-guerre ne connaît pas de répit. Le joli noyau villageois de Sainte-Thérèse est encerclé par des développements urbains qui accaparent des terres agricoles et effacent des traces de l'histoire, comme le manoir seigneurial et le moulin qui est au coin de la rue Blainville et du boulevard Curé-Labelle. La paroisse de Sainte-Thérèse, dont le territoire était assez grand, se divise aujourd'hui en plusieurs municipalités, dont les noms vous sont sûrement familiers. Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filions, Lorraine et Rosemère sont des voisines de la ville de Sainte-Thérèse.
Mis à part les anciens rangs, les rues de ces villes sont pensées en fonction de l'idéal de la banlieue nord-américaine. Regardez la ville de Lorraine, créée en 1960 avec un rigide plan d'urbanisme axé sur la fonction résidentielle. Rosemère, jadis dominée par la fonction touristique avec ses belles résidences de villégiature, n'est-elle pas devenue une autre ville de banlieue sans nom avec sa fameuse place Rosemère? Quelques témoins du passé se trouvent sur la Grande Côte, mais pour admirer les belles maisons canadiennes, il faut se tourner vers le village de Sainte-Thérèse. C'est ici que je vous convie à une petite visite sur le site Internet de la Société d'histoire et de généalogie d'Émile-Île avec sa carte interactive. La Société d'histoire est d'ailleurs installée dans la vieille forge du village, la maison Joseph Filion, à visiter absolument. Quoi qu'il en soit, avec un des plus importants cégeps au Québec, de nombreux événements culturels et son charmant centre-ville, Sainte-Thérèse mérite que l'on s'attarde à son histoire afin de mieux apprécier son présent. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Merci à Joël Beauchamp-Monfette de Tous les chemins mènent à Montréal. S'il vous plaît, allez vous abonner à sa chaîne. Merci Philippe. Et même chose pour ceux et celles qui nous écoutent de ma chaîne. Allez vous abonner à Histoire d'un Nord. Philippe fait un super travail pour nous en apprendre toujours plus sur l'histoire des Laurentides. Partagez et aimez notre contenu pour que le plus grand nombre d'amoureux d'histoire les découvre. Au prochain épisode, je vous amène à Saint-Eustache. Je vous parlais plus tôt de la seigneurie de la Rivière-du-Chêne, dont est justement née Saint-Eustache. Nous la découvrirons ensemble au prochain épisode. Allez, je vous dis à bientôt.